RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue pour Le Figaro. Bonjour Marion. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Vous pouvez bien sûr réagir comme d'habitude en direct dans cette émission #le grand jury. Vos questions seront posées à Valérie Pécresse en fin d'émission dans Question Net par Marie-Pierre Haddad. Alors Valérie Pécresse, vous êtes à la tête de la région Île-de-France depuis maintenant 5 ans et nul doute que vous serez candidate à nouveau l'an prochain à votre succession, mais vous nous le confirmerez dans cette émission. Et si tant est que ces régionales aient bien lieu en mars 2021, car le chef de l'État souhaiterait apparemment les repousser. Manœuvre politique, protestent déjà certains de vos collègues présidents de région, quand Emmanuel Macron justifierait ce report par le grand plan de relance décentralisé qu'il souhaite pour relancer l'économie. Mais avec cette question, à quel prix ? La droite ne semble plus focalisée sur la diminution de la dette. Vous qui avez quitté les Républicains il y a tout juste un an, un parti cadenassé, disiez-vous à l'époque. Avez-vous aussi changé d'avis ? Êtes-vous aussi affranchi, libre que vous le proclamez ? Libre, je le rappelle, c'est le nom du mouvement que vous avez créé donc en marge de la droite. Et donc, êtes-vous d'accord avec le quoi qu'il en coûte du président de la République pour reconstruire l'économie et notamment développer les transports en commun propres en Île-de-France ? Votre cheval de bataille, mais un cheval de bataille coûteux. Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Mais nous commençons d'abord par l'actualité du moment, le déconfinement et son bilan. La première question vous est posée par Marion Mourgue. Le déconfinement s'accélère. Demain, on a une nouvelle étape. Est-ce que pour vous, le gouvernement a bien géré ce déconfinement ? Est-ce que, par exemple, faire revenir les enfants de manière obligatoire à partir de demain, c'est utile à quelques jours des vacances scolaires ? Ce que je crois, c'est que le gouvernement a entendu, en tout cas une demande qui avait été faite par les régions et qui était très importante, c'était de régionaliser le déconfinement. Et tout comme il a régionalisé le déconfinement, je prône aussi la régionalisation du plan de relance, mais on va y venir. Régionaliser parce que les situations des territoires étaient très différentes. Et il aurait été très injuste de faire peser sur des régions qui avaient été 10 fois moins touchées que l'Île-de-France les mêmes contraintes que l'Île-de-France. Mais maintenant, le virus circule, mais il circule à bas bruit, il est contenu, on a des tests, on a des masques. Donc il faut que la vie reprenne ses droits. Et sur cette question des écoles, moi j'ai été un petit peu choquée que le retour à l'école soit au choix. Je pense que l'école, ça n'est pas un choix. L'école, c'est un pilier de nos institutions. Mais quelques jours avant les vacances. Tous les enfants doivent pouvoir avoir cet accès à l'éducation. L'école, ça n'est pas une garderie. L'école, c'est vraiment une chance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, Madame Pécresse, rassurée par la manière dont le gouvernement gère ce déconfinement, la manière dont il l'a régionalisé, la manière dont il l'a rendu progressif ? Est-ce que vous dites aujourd'hui, les choses sont bien faites ? Je crois que le déconfinement s'est passé globalement dans de bonnes conditions. Je crois aussi que les régions ont été puissamment, en aide, en soutien à ce déconfinement. Moi-même, j'ai dû gérer tout le déconfinement des transports en commun, qui a été évidemment la chose la plus délicate à mettre en œuvre en Île-de-France, avec la distanciation physique, avec le port du masque obligatoire, qu'on va devoir conserver. Pendant combien de temps ? Jusqu'à quand, Valérie Pécresse, dans les transports ? Aujourd'hui, le virus circule encore en Île-de-France, on a encore des clusters. Donc tant que le virus circule, il faut maintenir le port du masque obligatoire dans les transports, parce que les transports, vous comprenez bien que c'est le lieu où on peut propager. Et au moins jusqu'à la fin de l'année, par exemple ? Tant que le virus circule, ça veut dire pour moi au moins jusqu'au 10 juillet. Et il faut qu'on ait un moment où on se revoit autour de la mi-juillet pour voir si on peut aller vers une simple recommandation de port du masque. Mais à ce stade, le port du masque doit rester obligatoire. Et je le dis à tous ceux qui considèrent que c'est une contrainte, je le dis, cette contrainte, c'est pour sauver des vies. Et il ne faut pas de relâchement dans le port du masque dans les transports. Aux entreprises, justement, de poursuivre le télétravail pour éviter l'engorgement dans les transports, où aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on puisse remonter à un niveau de fréquentation habituel. Je crois que justement, l'intérêt du port du masque obligatoire, c'est de permettre de pouvoir emporter plus de voyageurs dans les transports en commun. Le masque, c'est la confiance retrouvée. C'est un outil de la confiance retrouvée. Alors vous le savez aussi, nous avons mis le paquet sur la désinfection, sur le nettoyage. Aujourd'hui, les rames des transports sont nettoyées, désinfectées 2 à 3 fois par jour. Donc ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la distanciation physique dans les transports
ne doit pas être une norme, une contrainte, ça doit être un objectif. Il ne faut pas que les transports soient congestionnés. C'est pourquoi je réponds à votre question. Oui, il faut que les entreprises puissent maintenir le télétravail, mais qu'elles puissent aussi faire revenir leurs salariés au travail, parce que physiquement, parce que on a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver pour se revoir, c'est pas la panacée, le télétravail pour vous. Quand on dit que ça peut être le nouveau monde, pour vous, ça ne l'est pas forcément. Alors, vous savez qu'on était très, très, très pionniers, la région. Nous étions à 99% en télétravail pendant les grandes grèves de décembre. Nous avons signé 6 accords de dialogue social sur le télétravail. Et je crois que les Français ont découvert le télétravail avec bonheur, notamment dans une région comme l'Île-de-France, où on a des heures de transport. Donc, oui, il faut que le télétravail soit un acquis de la crise, mais en revanche, pas du télétravail subi, pas du télétravail 5 jours par semaine, ça c'est trop dur. Et par ailleurs, j'ajoute qu'il faut que le dialogue social s'empare de ce télétravail pour en faire, j'allais dire, un outil où on parle du droit à la déconnexion des salariés, où on parle à l'ergonomie des logements. Vous le savez, l'Île-de-France investit pour créer 1000 lieux de télétravail, qu'on appelle les tiers-lieux, dans toute la région. Ça, c'est un coût, en effet. Parce que vous parliez aussi du coût dans les transports de désinfection. Est-ce que vous avez évalué, Valérie Pécresse, le coût du Covid pour la région Île-de-France à ce jour? Absolument. Nous avons, en fait, le coût pour la région, il se divise en deux. Vous avez les moindres recettes, c'est-à-dire les taxes sur les entreprises qui rentreront moins à cause du chômage et à cause de la montée de la crise économique, dont on va, j'imagine, parler, mais qui est très dure, particulièrement en Île-de-France, que nous avons du tourisme, nous avons des industries qui sont particulièrement touchées, l'aéronautique, l'automobile, nous avons la culture, l'événementiel, enfin vous voyez... Et on sait mesurer le nombre d'emplois qui sont perdus ou qui vont être perdus en Île-de-France? Oui. Les estimations, c'est 300 000 chômeurs de plus en Île-de-France. Ça veut dire que l'Île-de-France, et ce sera un triste record historique, risque de dépasser le 1 million de chômeurs. Et c'est un paradoxe parce que... C'est quand les 300 000? C'est-à-dire vous dites 300 000 en 2020? D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. 300 000 chômeurs de plus dans la région. Vous craignez quand même une deuxième vague qui ferait que ça accroîtrait le nombre de chômeurs en plus? Alors, est-ce que vous préparez à ça? D'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est assez paradoxal, mais je pense qu'il y aura des régions qui seront moins touchées par le chômage que la région Île-de-France, qui sera vraiment l'une des plus impactées. Et évidemment, il faut qu'on se prémunisse contre l'hypothèse d'une deuxième vague qui elle, pourrait vraiment mettre l'économie de la France au tapis. Est-ce que ce qui a été mis en place, par exemple, le gouvernement a développé le chômage partiel, l'activité partielle tous ces derniers mois, avec cette formule, ils expliquaient que d'une certaine manière, les salaires avaient été nationalisés. Est-ce que vous dites merci et bravo parce que ça a permis de jouer le rôle d'amortisseur et d'éviter le trop grand nombre de licenciements que l'on pourrait craindre? Ou, vu les chiffres que vous nous présentez aujourd'hui, vous nous dites que ça ne suffit pas, il faudrait que l'État puisse faire encore davantage? En fait, le paradoxe, c'est que la crise Covid est venue sur une économie qui allait bien. C'est-à-dire, c'est vraiment comme un tsunami qui emporte tout sur son passage. Quand vous avez zéro activité, quand vous avez zéro revenu, eh bien, vous êtes frappé. Là, maintenant, il faut relancer le pays. Il faut la reprise. Il faut le rebond. Le chômage partiel a été un puissant amortisseur de crise. Il faut qu'aujourd'hui, ce ne soit pas, j'allais dire, quelque chose qui nous empêche de redémarrer. Donc, il faut évidemment, petit à petit, que tout le monde revienne travailler. Vous m'avez demandé quel était le chiffre des pertes. Donc je vous ai dit perte de recettes à cause du chômage et des fermetures d'entreprises, et augmentation des dépenses, c'est les masques que nous avons achetés, c'est les tests. Et ça fait combien au total? Et c'est les aides du plan de relance. Ouais. Au total, ça fait à peu près 1 milliard d'euros. 500 millions, 400 millions de pertes de recettes et 600 millions de dettes supplémentaires que la région va contracter, avec un plan de relance qui va se faire en 2 étapes. La première, c'est 1,3 milliard d'ici décembre de crédits à dépenser. Moitié pour les entreprises, moitié pour le social et l'emploi. Et puis ensuite, j'espère, nous pourrons faire un plan d'investissement public très important à l'automne, en lien avec les via la dette, ce sera via la dette, le financement de tout ça. Alors, le financement du plan de relance, c'est moitié du redéploiement de crédits qui n'ont pas pu être dépensés, parce que, comme les Français, nous avons eu des crédits que nous n'avons pas pu dépenser parce que tout était à l'arrêt. Donc, moitié des crédits, 600 millions ou 700 millions de redéploiement, et puis 600 millions
de dette supplémentaire. Et pourquoi nous pouvons supporter, parce que vous m'avez posé la question, Monsieur Sportouche, pourquoi nous pouvons supporter de la dette en plus ? Non, voilà, la dette, écoutez, on a l'impression que tout est ouvert, qu'on peut dépenser sans compter. Et même la droite, dont vous venez, dont vous vous revendiquez toujours, a toujours fait de la rigueur budgétaire un peu l'alpha et l'oméga de toutes ces politiques. Et tout d'un coup, tout ça tombe. Eh bien non, rien ne tombe chez moi, parce qu'en réalité, si je peux m'endetter davantage pour relancer très puissamment l'économie francilienne, c'est parce que j'avais fait des économies. J'avais fait des économies, j'avais baissé ma dette. Et donc aujourd'hui, la région Île-de-France, elle est prête à faire face à une crise économique. Vous savez que les régions ont des compétences clés. L'aide aux entreprises et la formation individuelle des chômeurs, les aides au retour à l'emploi. Donc, dans ces deux domaines, nous allons mettre mais on va y venir sur les transports. Mais est-ce que vous comprenez, alors, est-ce que vous acceptez que quand le gouvernement dit, quoi qu'il en coûte, que tout ça se fasse à bourse déliée, est-ce que pour vous, finalement, il faut changer de paradigme ? Le problème du gouvernement n'est pas le même que le mien. Le gouvernement n'avait pas fait les économies avant. Mais il avait baissé sa dette. Mais non, bien sûr que non. Le déficit était annoncé plus bas que prévu. Mais non, justement, il ne sera pas plus bas que prévu. Oui, mais il était annoncé comme plus bas que prévu. Mais il ne le sera pas. Donc il vous dit qu'il a fait des économies. Monsieur Sportouche, ça fait des années que le gouvernement dépense sans compter. Donc on a aujourd'hui une crise Covid qui atteint la France à un moment où sa dette est record. Ce qui n'est pas le cas du tout des régions, notamment des régions qui ont été bien gérées, qui ont fait des économies, qui elles sont très agiles. Parce que justement, nous avons une capacité d'endettement. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui de l'État français qui est très alourdi par le fait qu'il n'a pas rationalisé les dépenses. C'est pour ça que je plaide pour la décentralisation. Alors on y viendra, mais une autre question d'abord de Marion Mourgue. Vous êtes d'accord avec le président de la République qui dit qu'il faut travailler et produire davantage. Donc est-ce que vous êtes pour augmenter le temps de travail, réduire le nombre de jours fériés Quelle solution vous proposez-vous ? Alors ça va être un débat qui va être très important. Parce que vous avez vu aussi que la Convention pour le climat a proposé de produire moins. Donc je crois qu'il faut que nous nous positionnions très clairement. Je crois que dans l'état actuel où est la France, elle ne pourrait pas supporter la décroissance. Elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter qu'on produise moins. Si un pays qui produit moins devient un pays vassal des États-Unis aujourd'hui et de la Chine demain. Et on l'a vu pendant la crise Covid. On a vu pendant la crise Covid qu'il y avait déjà toute une série de productions essentielles au pays qui étaient produites ailleurs. Donc nous devons redevenir un grand pays de production. On doit produire concrètement à la question de Marion Mourgue, c'est-à-dire est-ce qu'il faut augmenter la durée du temps de travail pour à un moment donné produire davantage ? Parce qu'on se demande comment produire davantage si ce n'est pas en travaillant plus. Je vais répondre. D'abord, en travaillant tous, Monsieur Sportouche. En travaillant tous. Mais travailler plus ? Attendez, pardon. Laissez-moi dérouler un petit raisonnement parce que sinon personne ne va comprendre. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il va falloir relancer l'économie. Il va falloir relancer l'économie en aidant les entreprises à relocaliser des productions. Il va falloir relancer l'économie en aidant les demandeurs d'emploi qui ont perdu leur emploi parce qu'ils sont dans le tourisme, parce qu'ils sont dans l'événementiel, parce qu'ils sont dans la filière aéronautique et que les avions, on ne commande plus d'avions. Il faut les aider à se reconvertir dans les filières qui, elles, vont recruter. Le numérique va créer 25 000 emplois. On va télétravailler, on va faire de la télémédecine, on va faire du téléenseignement. On va commander en ligne. Donc, le numérique, la sécurité, on en parlera. Mais ne pas le sanitaire et social. Individuellement, vous dites non, on ne travaille pas. Alors, sur le temps de travail individuel, je crois que ça dépend de l'entreprise. Ça dépend du secteur. Moi, je plaide. Alors là, vous allez dire, en femme de droite, je plaide pour la liberté, je plaide pour la souplesse, je plaide pour les accords d'entreprise. Je vous donne un exemple. Il peut y avoir une entreprise, ça s'est beaucoup fait en Allemagne, où on optera pour maintenir tout le monde dans l'emploi, on optera pour travailler 32 heures, avec un accord de dialogue social, d'entreprise, on travaille moins, on est un petit peu moins payé, mais tout le monde reste dans l'emploi. Ça, c'est une situation. On peut avoir une autre entreprise, j'en ai visité cette semaine, où on dira, prenons par exemple les coiffeurs. Les coiffeurs aujourd'hui, ils travaillent parfois jusqu'à minuit. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut
aujourd'hui se faire coiffer. Et il y a des normes Covid qui sont... Donc certains travaillent plus. Alors, vous parliez... Ça dépendra des secteurs. Alors, puisque vous parlez des secteurs... Il faut prêcher l'accord. Il y a les secteurs de l'aéronautique où du chômage s'annonce, des suppressions d'emplois. Adrien Gindre. En l'occurrence, 8000 suppressions d'emplois qui sont envisagées par Air France. On rappelle que l'État a annoncé un soutien très conséquent, 7 milliards, sous la forme de prêts qui sont conditionnés, nous avait dit le gouvernement, mais de toute évidence pas conditionnés au maintien de l'emploi, puisque ces suppressions de postes sont envisagées, même s'il n'y aura visiblement pas de départ contraint, pas de licenciement sec. Est-ce que vous considérez que l'État peut sortir de l'argent de ses caisses et voir de l'emploi disparaître à Air France ? Pour moi, quand on aide, on doit pouvoir avoir un vrai accord sur le maintien de l'emploi. Et c'est vraiment un donnant-donnant que l'État doit négocier. Alors, il est possible aussi de réduire la voilure temporairement, le temps de se redresser. Je crains malheureusement que les difficultés d'Air France, tout comme les difficultés de l'entreprise Renault, aient été antérieures à la crise Covid. Et qu'en réalité... Il y a un effet d'aubaine, avec ce coronavirus et ce Covid, c'est-à-dire que des entreprises qui étaient en difficulté se servent de la crise pour enfin faire les plans qu'elles rêvaient de faire et qu'elles n'osaient pas faire. Tout le monde se pose la question pour Air France. Ce qui est certain, c'est que notre grande entreprise nationale doit se réorganiser. Et c'est un impératif. Et moi, je crois qu'il faut sauver Air France. Air France, c'est pas seulement les emplois d'Air France, c'est aussi tous les emplois induits par des grands aéroports internationaux en France. Et donc, évidemment, il nous faut une compagnie nationale. Il faut puissamment l'aider. Est-ce que ça veut dire que l'État doit intervenir pour dire, écoutez, 8000 emplois supprimés, c'est trop. Est-ce que, en contrepartie de ces 7 milliards, il doit avoir des exigences en termes d'emploi ou pas? Des exigences en termes d'emploi, mais sur une base pluriannuelle. Et il est possible de réorganiser aussi une entreprise en France. Bon. Est-ce qu'il faut maintenir les réformes que le gouvernement avait voulu enclencher, comme par exemple la réforme des retraites? On a l'impression que le président de la République la remet sur la table. Est-ce que pour vous, ça paraît justifié en ce moment ou c'est explosif? Ce que je crois sur cette réforme des retraites, mais je l'ai toujours dit, c'est qu'il faut dire la vérité aux Français. Il va y avoir, dans les années qui viennent, un trou dans la caisse des retraites. Donc il faut travailler plus longtemps. Et pour combler ce trou, il faudra travailler plus longtemps. Pardon, mais c'est arithmétique. Donc si le gouvernement veut se réengager dans une réforme des retraites sans dire la vérité et sans proposer l'allongement de la durée de cotisation, je crois que ce sera encore une réforme pour rien. Et une réforme qui risque d'être très coûteuse pour les finances publiques à un moment où l'argent est nécessaire pour autre chose. L'argent aujourd'hui, il est nécessaire pour deux choses. Il est nécessaire pour faire redémarrer toutes les entreprises de la TPE jusqu'aux grands groupes, avec des commandes publiques, des investissements publics, avec des plans de soutien et de redémarrage. Donc il est nécessaire pour les entreprises, il est nécessaire aussi pour lutter contre la pauvreté, l'appauvrissement et la précarisation d'une grande partie de la population. Et moi je vois cette pauvreté monter dans tous les quartiers d'Île-de-France. La région fait même des distributions alimentaires. On a distribué des colis alimentaires dans 40 villes pour les personnes qui ont plus touché un euro depuis le début de la crise. Le Conseil d'orientation des retraites dit que ce sera 30 milliards de déficit qui s'annonce pour les retraites. Est-ce que du coup le président de la République dit lui, cette réforme elle est nécessaire parce qu'elle va être favorable à ceux qui sont les plus pauvres, c'est ce qu'il dit, les premiers de corvée. Est-ce que vous pensez quand même qu'elle a encore une raison d'être ou est-ce qu'il faut la laisser de côté? Mais je vous le dis, je vous le répète, il faudra à un moment réformer les retraites. Donc on garde cette réforme? Non, j'ai pas dû me faire bien comprendre, monsieur Sportouche. Pourtant, j'ai pensé que ma réponse était très claire. Donc je vais la répéter. Si on réforme les retraites, il faut combler le trou dans la caisse. Il faut garantir la survie du système. Et ça veut donc dire qu'une vraie réforme qui dit la vérité aux Français comprend forcément un allongement de la durée de cotisation. Mais vous avez le sentiment que les Français et les syndicats, au premier chef... Donc on ne peut pas faire une réforme qui fait uniquement plaisir à tout le monde. Voilà. Parce que ça ne s'appelle pas une réforme. Ça ne s'appelle pas une réforme, ça s'appelle de la dépense publique. Donc on décale l'âge de départ à la retraite. La réforme, si elle est remise sur le métier, elle doit être courageuse et elle doit dire la vérité. Et vous avez le sentiment que les syndicats l'accepteront? Parce qu'on a vécu des semaines très compliquées en décembre et en janvier. On n'a pas le sentiment que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que cette réforme se passe bien. Ce que je crois, c'est que l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment de relancer l'économie. C'est de relancer l'économie. Il faudra une réforme des retraites. Il faudra la faire. Est-ce que c'est cet été, à l'automne, ou est-ce que c'est dans 6 mois? Mais cette réforme, le jour où on la fera, il faudra dire la vérité.
Alors, venons-en aussi aux allocations chômage, puisqu'il va y avoir une réforme qui a été enclenchée et qui doit se poser de l'assurance chômage. Faut-il revenir en arrière sur, par exemple, les conditions d'éligibilité, puisque ce devait être 6 mois de travail sur les 24 derniers mois au lieu de 4 sur 28 mois. C'était beaucoup plus drastique. Le président de la République envisage de revenir en arrière parce qu'on sait que le chômage va augmenter. Est-ce que vous y êtes favorable ? Ce n'est pas le moment de mettre en œuvre une réforme de l'assurance chômage. Il faudra la mettre en œuvre, mais la violence de la crise que nous traversons nous invite aujourd'hui à garder l'assurance chômage telle qu'elle est. Vous savez, malheureusement, la crise a été un très grand aggravateur d'inégalités dans la société française. La société française aujourd'hui est sous très haute tension. Et donc, je crois aussi qu'il vaut mieux repousser l'entrée en vigueur de cette réforme, mais pas en revanche la remettre en cause, parce qu'à terme, dans une économie française qui se porterait bien, elle est nécessaire. Alors justement, vous disiez que ça crée des inégalités, cette crise, notamment dans les banlieues. Marion Mourgue. On a vu des affrontements violents, notamment à Dijon. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a réagi suffisamment tôt ? Est-ce qu'il a compris le problème ? On voit des communautés s'affronter aujourd'hui. Il y a très clairement, dans le pays, une déliquescence de l'autorité de l'État, un affaissement de l'autorité de l'État. Et je prendrai plusieurs exemples, mais quand on n'est pas capable d'empêcher une manifestation interdite, ou quand on n'est pas capable d'empêcher une guerre de bandes, des règlements de compte entre bandes, c'est l'impuissance de l'État. Quand on dit l'émotion justifie d'enfreindre la loi, c'est la culture de l'excuse. Quand un garde des Sceaux décide de recevoir une partie à un procès, en pleine procédure judiciaire, c'est une atteinte à l'impartialité de la justice. Donc vous le voyez aujourd'hui, on a un affaissement de cette autorité de l'État. Quand le ministre de l'Intérieur jette le soupçon sur les policiers. Il est encore à la hauteur ? On abîme les forces de l'ordre. Donc nous avons besoin de restaurer, mais ça doit être fait dans les semaines qui viennent. On est dans une urgence démocratique, restaurer les piliers de l'autorité de l'État, la justice et la police. Vous n'êtes pas en train de décrire, Pécresse, une évolution de la société. Vous mettez en cause ceux qui en ont la charge, les gouvernants d'aujourd'hui, président, Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, si je comprends bien. La société française est une société où il y a d'énormes tensions. Le Covid a aggravé ces tensions, mais ces tensions ne datent pas d'hier. Marion Mourgue parlait de la situation de certaines banlieues. Ça fait des années que j'alerte en tant que présidente de région. Moi qui ai installé le siège de la région Île-de-France en Seine-Saint-Denis, le département dans lequel se concentrent le plus de ces problématiques urbaines. Nous avons des quartiers ghettos dans lesquels nous avons accepté une spirale de la pauvreté, du chômage de masse, de la délinquance, du communautarisme, voire même de la radicalisation islamiste. Donc, le gouvernement n'a rien fait sur ces sujets-là depuis 3 ans ? Sur ces sujets, pour moi, il faudrait un plan, mais pas le énième plan banlieue où on va dépenser de l'argent public. Un plan pour déconstruire ces ghettos, casser ces ghettos. Le Danemark l'a fait. Le Danemark a fait un plan sur 10 ans. Ça passe par l'urbanisme. Ça passe par un urbanisme où on arrête de concentrer toute la détresse sociale au même endroit. Avec des personnes... L'ANRU, ça a été fait avec l'ANRU, avec Jean-Louis Borloo. On a l'impression que tout ça n'a servi à rien. Mais l'ANRU, il faudrait la régionaliser, monsieur Sporteau. Ah, c'est ça le secret. Donc, il faudrait nous donner, donner compétence à des élus de terrain qui ont vraiment un intérêt à ce que ça change. Vous le savez, en Île-de-France, l'Agence nationale de rénovation urbaine. En Île-de-France, qu'est-ce que j'ai proposé ? J'ai proposé un plafond anti-ghetto. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la région ne finance plus aucun logement très social dans un quartier où il y en a déjà plus de 30%. Parce que s'il n'y a plus de mixité sociale, eh bien, il n'y a plus d'ascenseur social. Et s'il n'y a plus d'ascenseur social, il n'y a plus de classe moyenne. Et s'il n'y a plus de classe moyenne, il y a la ghettoisation. Et il y a les phénomènes que vous disiez en février 2019 dans le Figaro que la situation des banlieues était explosive. Vous le dites aujourd'hui ? Mais c'était pas alarmiste ? Mais je crie dans le désert. Mais à un moment donné, il y aura peut-être une lucidité du gouvernement sur la situation. Et bien évidemment, la pauvreté qui frappe ces quartiers avec la crise du Covid va évidemment aggraver la situation. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et il faut s'y mettre tout de suite. Sur Christophe Castaing-Marion. Et il faut profiter d'ailleurs des municipales. Alors on va en parler du municipal. Vous parliez du ministre de l'Intérieur. On voit une défiance qui s'accroît dans la police. Est-ce que pour vous, le ministre de l'Intérieur est toujours à sa place ou est-ce qu'il faut le changer ? Qui dit ce matin dans le Parisien, j'assume de bousculer les choses.
Il estime quelqu'un qui est dans son rôle en faisant la part des choses entre le racisme de certains policiers et puis ne pas jeter tout le système avec, c'est-à-dire faire la part des choses. Il estime avoir bien fait les choses. Le ministre de l'Intérieur qui parle de soupçons, il a abîmé l'image de la police. Il a abîmé l'image de la police, il a affaibli les forces de l'ordre. Donc je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Aujourd'hui, nous avons besoin de restaurer la confiance dans les institutions et elle est particulièrement abîmée. Et ça veut dire que vous appelez à sa démission ? Je crois que le président de la République doit prendre les décisions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État. Ce n'est pas à moi de les prendre, c'est à lui de les prendre. Mais ça ne touche pas que la police. Ça ne touche pas que la police. Ça touche aussi la justice. Parce que vous le savez, le vrai problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des délinquants, à chaque fois qu'il y a des violences, eh bien, est-ce qu'il y a des condamnations ? Oui. Mais est-ce qu'il y a l'exécution des peines ? Non. Donc à un moment donné, il faut que toute cette chaîne police, justice, soit complètement restaurée. Donc c'est une question de ministre aussi. Vous changez donc à la fois Christophe Castaner et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Une question sur les causes de ce phénomène, ce que vous venez de décrire. Vous avez évoqué la situation économique, parfois la nécessité de faire une rénovation urbaine. Il y a différents leviers. Mais un ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, s'est exprimé il y a quelques jours dans Valeurs Actuelles pour dire « La lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races ». C'est sa lecture aussi d'une partie de ce qui est en train de se passer en ce moment dans la société. Est-ce que ce sont des propos que vous partagez ? Est-ce que vous y reconnaissez certains des phénomènes que vous décriviez en Ile-de-France ? Propos de Manuel Valls. Manuel Valls connaît bien ce stratagème de la racialisation de la société française, puisque en 2015, le candidat socialiste qu'il soutenait avait tenté de racialiser la campagne régionale en m'accusant de défendre la race blanche. Vous vous en souvenez ? Tout à fait. Donc oui, il y a une instrumentalisation de la cause de l'antiracisme, qui est une cause noble, une instrumentalisation par un certain nombre de personnes qui veulent tout détruire, qui attaquent les institutions, qui attaquent la société française, qui veulent le désordre. Et on le voit dans la violence des manifestations, on le voit dans les pillages, on le voit dans les injures, on le voit. Et il y a un silence assourdissant aujourd'hui, de ceux qui organisent ces manifestations soi-disant antiracistes et anti-violentes et qui laissent s'exprimer de l'antisémitisme, qui laissent des saccages, qui laissent des policiers se faire agresser de manière très violente, caillasser, sans dire un mot. Voilà. Alors oui, moi je défends l'antiracisme, je défends la non-violence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on voit dans les rues de Paris. Est-ce que vous pouvez reconnaître que la France a toujours un problème pour intégrer ces minorités ? Mais moi, visible ou invisible. Moi, je n'aime pas parler de minorité. Moi, j'aime parler des Français. Oui, la France doit faire réussir chaque Français, quelle que soit son origine, quel que soit le lieu de sa naissance et quelle que soit, j'allais dire, la richesse de sa famille. Donc, c'est le modèle républicain qui est mis en cause. Et oui, la région puissamment s'investit, en tout cas en Ile-de-France, pour la réduction de ces inégalités. Mais bien sûr, les discriminations existent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons, nous, au plan régional ? Plusieurs choses. D'abord de la prévention, parce qu'il y a des biais inconscients, on a tous des biais inconscients, donc oui, il faut faire de la prévention, de l'éducation, mais on fait aussi du testing, c'est-à-dire qu'on finance des associations qui vont dans voir des bailleurs sociaux, de logements. Il faut interdire d'autres associations, par exemple les indigènes de la République. Attendez, pardon, je vous finis. On fait du testing, de la prévention et on aide à porter plainte les personnes qui seraient victimes de discrimination dans l'emploi, dans le logement, dans leurs activités de loisirs, dans le sport. Donc oui, il faut lutter contre ces discriminations et faire en sorte que chaque Français se sente bien dans la République. D'une phrase, on arrive à la pause. Est-ce que vous êtes pour les statistiques ethniques ou contre Valérie Pécresse ? Je suis totalement contre qu'on résume un Français à son ethnie. En revanche, s'il s'agit de financer les travaux de recherche pour lutter contre les discriminations, oui, je suis pour. C'est clair, on se retrouve en seconde partie pour ce grand jury de Valérie Pécresse. Après quelques instants de pause, on parlera notamment de l'affaire Fillon. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie. Les déclarations d'Éliane Houlette, ancienne procureure financière, ont beaucoup fait réagir ces derniers jours. Elle avait décrit au moment où elle était en charge du dossier Fillon ce qui pourrait s'apparenter à des pressions de sa hiérarchie, en tout cas des demandes d'informations extrêmement pressantes et récurrentes sur l'avancée des investigations et les actes de procédure entrepris. Cette semaine, certains sont interrogés sur
l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. En clair, la question de savoir si François Hollande, président de la République à l'époque, avait pu lui-même exercer une pression qui serait redescendue jusqu'à cette procureure. À vos yeux, est-ce que c'est une option qui est possible? Est-ce que les déclarations de cette ancienne procureure financière vous ont inquiété sur la manière dont la justice se déroule en France? Absolument. Absolument. Ce sont des propos qui sont extrêmement troublants. Et il ne doit pas y avoir de soupçon de justice politique dans notre pays. Donc il va falloir faire la clarté sur toute cette affaire et il va falloir prendre des mesures si c'est le cas et s'il est avéré qu'il y a eu des pressions telles sur la procureure Houlette qu'elle n'a pas eu d'autre option que d'ouvrir une enquête en pleine présidentielle, eh bien, il faudra prendre des mesures pour que cela ne puisse plus se reproduire. Alors, elle semble dire elle-même, cela dit qu'elle a eu beaucoup de demandes d'informations, mais que ça n'a rien changé au final à ses décisions. Elle fait la distinction entre la pression qui serait de l'ordre de la remontée d'infos et d'une curiosité du pouvoir politique pour le contenu de la procédure et ses propres décisions. S'il s'agit simplement de demandes d'informations et qu'elle n'a pas été influencée dans sa prise de décision, est-ce que cela vous paraît là, en revanche, être dans le cadre normal du lien entre parquet et pouvoir politique? Le Conseil supérieur de la magistrature le dira, mais ce que dit aussi Madame Houlette, c'est qu'elle aurait été convoquée et qu'on lui aurait demandé d'ouvrir une enquête. J'attends, moi, de savoir ce que le Conseil supérieur de la magistrature pensera de la façon dont les choses se sont déroulées. Qui a donc été saisi le CSM par le président de la République, mais Éric Ciotti, il voit lui clairement la main de François Hollande. Est-ce que vous portez cette accusation aujourd'hui également? Est-ce que l'ancien président de la République a quelque chose à se reprocher? La justice est un pilier de nos institutions. Donc je ne ferai pas partie de ceux qui ébranleront davantage ce pilier. Mais il est ébranlé aujourd'hui. Et il est urgent de prendre les mesures pour le reconsolider. Mais vous pensez que ça aurait changé quelque chose dans la présidentielle et qu'en fait là on est en train de parler d'un éventuel score qui aurait pu être différent pour François Fillon, d'une issue du scrutin qui aurait pu être différente? On ne refera pas le match, mais il est certain que cette procédure judiciaire a eu une influence sur les élections présidentielles, clairement. Alors, autre élection. On en vient aux élections municipales. Marseille notamment, vous avez soutenu la candidate Les Républicains Martine Vassal. Je la soutiens toujours. Vous la soutenez toujours. Elle est accusée aujourd'hui d'avoir mis en place un système de procuration, notamment dans les EHPAD, pour faire signer les résidents. Est-ce que ça vous choque comme système? Est-ce que vous dénoncez? Ou est-ce que pour vous, c'est une fausse information? Vous savez, dans les campagnes électorales, il y a beaucoup d'accusations qui sont lancées. Je laisserai la justice travailler dans la sérénité sur cette question et nous dire ce qui s'est vraiment passé. En même temps, nous sommes aujourd'hui dans une période où les élections municipales connaissent des difficultés de mobilisation. Beaucoup de Français pensent que tout a été joué déjà en mars, qu'il n'y a pas de deuxième tour, c'est les vacances. Beaucoup d'aînés aussi sont inquiets. Donc je laisserai la justice trancher le vrai du faux dans cette affaire. Un mot également sur l'attitude de la droite dans ce second tour. On est assez interpellé de voir des alliances qui se nouent. À Lille, par exemple, Thierry Pochet, qui est divers droite, qui représentait la droite au conseil municipal jusque-là, a clairement appelé à faire barrage au vert et donc à soutenir Martine Aubry pour le second tour. Il y a des villes où on a des accords entre les Républicains, des divers droites, la République en marche. C'est le cas, par exemple, à Lyon, la région de Laurent Wauquiez et de Gérard Collomb. Est-ce que c'est l'idée que vous faites de la droite? Est-ce que c'est un bon pragmatisme de second tour? Ce que je vois dans cette élection municipale, c'est d'abord des rivières qui rentrent dans leur lit. Des rivières qui rentrent dans leur lit, c'est-à-dire finalement, pratiquement dans toutes les villes, des duels droite et centre, contre une union de la gauche qui quelquefois se cache derrière l'étiquette écologiste, mais pour cacher en réalité une union extrêmement large qui va des Verts, parfois même jusqu'à la France insoumise. Donc je crois que cette élection municipale est en train de restructurer le paysage politique français autour de la droite et de la gauche. Si on vous suit, cette restructuration, c'est-à-dire que bien la droite se met du côté d'Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes finalement Macron compatible, Valérie Pécresse, comme c'est le cas dans plusieurs villes aujourd'hui à l'occasion des élections municipales dans le cadre d'alliances LR-LREM? Pardon, monsieur Sportouche, j'ai plutôt l'impression de tout l'inverse. J'ai l'impression que LREM a raté son rendez-vous avec les Français au municipal. Dites-moi quelle est la grande ville qui va être dirigée par un maire à la droite et vous nous dites... Non, mais vous avez dit l'inverse, monsieur Sportouche, pardon de vous reprendre, vous avez dit exactement l'inverse. Vous avez dit la droite s'allie à LREM. Non, c'est faux, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Et
j'ajoute que nous avons aujourd'hui des candidats de la droite et du centre qui ont convaincu les Français du fait qu'ils géraient bien. J'ajoute que mon intuition de départ qui était que la droite recommencerait à gagner le jour où elle ferait une très large alliance au centre. Donc elle est en train ce jour-là est venu. Et donc la stratégie que je prenais pour les Républicains, ils n'ont pas à l'époque voulu l'entendre, qui était de dire élargissons-nous et ne laissons plus tout le centre droit à Emmanuel Macron, eh bien cette stratégie, elle est en train d'être mise en œuvre. Mais éclairez les auditeurs et téléspectateurs, où vous situez-vous aujourd'hui, Valérie Pécresse? Êtes-vous une opposante à Emmanuel Macron? Aujourd'hui, le président de la République vous répondrait à cette question mieux que moi. Puisqu'il paraît qu'il a dit que, semble-t-il, il aurait dit qu'il ne voulait pas aider les régions. On va y venir. Il y avait oui, mais attendez, c'est intéressant. C'est intéressant. Et vous en avez parlé avec lui. Pardon. Mais on a entendu dire dans les journaux, puisque moi je m'informe en lisant la presse, on a entendu dire dans les journaux que, effectivement, pourquoi les régions ne sont pas aidées dans le cadre du plan de relance? Parce qu'elles sont dirigées par des adversaires politiques. Donc j'ai l'impression qu'on nous voit comme des adversaires politiques. C'est pas comme ça que je me conçois. Comment vous voyez, vous? Je me conçois comme quelqu'un qui œuvre pour l'intérêt général. Aujourd'hui, on n'a pas attendu, vous voyez, les municipales pour faire un plan de relance. Et paradoxalement, ça va peut-être vous surprendre, mais le plan de relance qu'on a mis en place dans ma région, c'est un plan de relance qui a été fait à l'unanimité, avec la mairie de Paris et Madame Hidalgo, avec la métropole du Grand Paris, que pourtant je combats institutionnellement, avec les 100% des intercommunalités d'Île-de-France, qu'elles soient communistes comme Pleine Commune, qu'elles soient socialistes comme l'intercommunalité de Créteil. Donc on a fait, dirigé par des socialistes, dirigé par des communistes, pardon, c'est un raccourci. Mais donc on a fait un plan de relance non partisan. Donc on le a fait un plan de la plan de République relance vous perçoit collectif. comme une adversaire, mais vous percevez pas forcément comme une adversaire du plan de la République. Je me perçois aujourd'hui comme quelqu'un qui veut relever une région de 12 millions d'habitants, qui a été frappée par le Covid, qui est frappée par le chômage, par la précarité, par la pauvreté, et qui le fait avec tous ceux qui veulent le faire avec elle. Sur les régionales, y compris les forces de gauche, qui aujourd'hui viennent nous appuyer parce qu'ils ont compris que c'était l'intérêt général. Et nous, on a fait passer, Monsieur Sportouche, pardon, je le dirai pas fort, l'intérêt général avant la politique, la relance avant la politique. Alors on va voir justement plus qu'il y a question de politique et de régionale. Marion Mourgue. Le président de la République réfléchit à décaler les élections régionales de mars 2021 à 2022. Est-ce que pour vous, c'est une solution ou c'est un chantage politique? Et puis, est-ce que vous serez candidate à un nouveau mandat? Mais d'abord, on n'est pas du tout dans les régionales. On est aujourd'hui face à une crise qui nous impose de passer complètement au-delà de tous les clivages pour se retrousser les manches et pour relever le pays. Justement. Donc ça, c'est la première chose. Non, mais c'est important de le dire. L'automne, je veux vous dire, les Français à l'automne, leur vrai sujet, ça va être leur emploi, ça va être leur fin de mois, ça va être la réussite de leurs enfants avec une génération sacrifiée qui va avoir un diplôme et qui ne trouvera pas d'emploi. C'est ça, les préoccupations des Français, et c'est à ça que les hommes et les femmes politiques de ce pays doivent consacrer leur énergie, et certainement pas à des petits calculs politiciens. Donc vous pensez que le président fait des petits calculs politiciens? Écoutez, les dates des élections, c'est un rendez-vous avec le peuple. Ça ne dépend pas de la convenance personnelle, ni du président de la République, ni des présidents de région. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc on les maintient. Est-ce que vous serez candidate, Valérie Pécresse? Mais enfin, on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, vous y pensez certainement. Non, parce que les gens qui vous écoutent savent très bien que vous y pensez. Ils savent très bien c'est un an et qu'on commence déjà à se poser la question. Écoutez, le jour venu, Monsieur Sportouche, je vous promets une chose. Le jour venu, je viendrai l'annoncer sur ce plateau. Le rendez-vous est enregistré, et par Adrien Gendre notamment. Vous disiez à l'instant, quand on parlait des municipales, ce ne sont pas les Républicains qui soutiennent la République En Marche, c'est l'inverse. Question encore sur les régionales. Si la République En Marche propose de travailler avec vous et de vous soutenir, est-ce que vous leur direz bienvenue, welcome dans la majorité? Mais vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, je travaille à la région Île-de-France avec tout le monde. Prenons, je vous ai parlé de mon fonds résilience. Mon fonds résilience qui a été signé avec 72 intercommunalités et avec la mairie de Paris et avec les départements. Je pourrais vous parler aujourd'hui du nombre de décisions qui ont été prises à l'unanimité. Donc vous êtes dans le en même temps aussi. Non, pas du tout. En même temps avec les uns, en même temps avec les autres. Non, absolument pas, absolument pas. Je suis moi-même. Les Franciliens et les habitants et les Français me connaissent. Ils connaissent mes convictions. Ils savent ce que je pense sur les sujets. Ils ne pensent peut-être pas comme moi, mais simplement ce qu'ils savent, c'est qu'aujourd'hui, face à la détresse économique du pays, on est tous ensemble. Et vous savez, je crois que
certains au gouvernement sous-estiment l'esprit de responsabilité des élus locaux. Les élus locaux, ils dépassent les clivages partisans. Alors évidemment, ça dérange, évidemment, ça perturbe le jeu politicien, parce qu'on n'est pas... on est difficile à caractériser. Oui, on est des personnes, des femmes et des hommes libres. Vous dites que vous l'aidez. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une entrée dans un gouvernement d'union nationale pour participer à la reconstruction de la France ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis à 100% sur le redressement de la région. Et j'appelle d'ailleurs à ce qu'on régionalise les plans de relance et à ce qu'on aille vers un grand mouvement de décentralisation. Le président de la République en parle. Mais enfin, pardon, la décentralisation, c'est l'arlésienne de ce gouvernement depuis 4 ans. On a voulu la décentralisation au début du mandat, ensuite après les gilets jaunes, et maintenant on nous en reparle encore. Ce que je crois, c'est que les régions ont prouvé, et les mairies, et les départements, que dans cette crise, ils étaient plus agiles que l'État, et qu'ils faisaient mieux. Et quand l'État a voulu tout faire tout seul, il a mal fait. Mais vous demandez quel pouvoir ou quelle compétence que vous n'auriez pas aujourd'hui ? Alors d'abord, ce que je demande, c'est une méthode. Il faut arrêter... Et ça, c'est un contresens total du président de la République, de penser que la décentralisation, ça vient du haut vers le bas. Non. La décentralisation, c'est des collectivités qui demandent des choses. Il faut que l'État accepte de lâcher prise. Et il faut qu'il accepte la différenciation. Parce que les compétences que l'Île-de-France pourrait demander ne seront peut-être pas les mêmes que celles que la Bretagne demandera, que celles que Jean Rottner, qui est médecin urgentiste, demandera pour le Grand Est. Donc il faut accepter la différenciation, l'expérimentation. Il faut accepter de nous entendre. Alors, et donc oui, qu'est-ce que je demande ? Eh bien, l'emploi. L'emploi, c'est absolument clair que les régions sont beaucoup plus proches des entreprises et de la réalité de leur marché du travail. Et donc, les missions locales, il ne faut pas qu'il y ait 3 personnes, l'État, les régions, les mairies, qui s'en occupent. Pôle emploi, toutes les aides au retour à l'emploi, moitié État, moitié région. Vous savez que, par exemple, quand il y a eu la garantie jeune, Pôle emploi avait comme instruction de proposer la garantie jeune aux jeunes. Ils l'ont proposée au détriment de l'apprentissage. Alors qu'on sait tous ici que l'apprentissage est une filière amène à l'emploi durable. Donc, l'emploi, donnez aux régions l'emploi. Vous avez la compétence des transports, venons-y, parce que c'est important. Absolument. Vous avez demandé une compensation à l'État pour le manque à gagner de l'Île-de-France Mobilité dans cette crise. Vous l'avez évalué à 2,5 milliards d'euros, Valérie Pécresse. 2,6 milliards. 2,6 milliards précisément, soyons précis. Le reporter du budget, Laurent Saint-Martin, a annoncé hier une première aide de 435 millions d'euros. Est-ce que vous êtes satisfaite ? C'est une goutte d'eau dans l'océan des pertes de recettes que le Covid a causées à Île-de-France Mobilité, que je préside. Mais je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé. Toutes les autorités organisatrices de transport dans le monde ont perdu avec la crise Covid 30% de leurs recettes. C'est très simple, hein, les entreprises ont des difficultés, donc elles ne payent plus de taxes de versement transport. Et 2, il n'y a plus de voyageurs dans les transports. Donc un effondrement des recettes qui est mondial, et qui est dans toutes les métropoles françaises. Hein. On dit 2,6 milliards pour l'Île-de-France, mais c'est 4 milliards pour la France. 4 milliards pour toutes les collectivités. Donc on a perdu ces recettes, c'est un trou. Et tous les grands États sont en train aujourd'hui de faire des plans de soutien massifs à leur transport public pour compenser. Alors qu'est-ce que vous dites à l'État ? Si vous ne me donnez pas plus, je ne peux pas verser ma quote-part à la RATP ? C'est ça que vous dites ? Alors, effectivement, je demande la compensation financière intégrale de ces pertes de recettes. Nous ne sommes absolument pas responsables. Nous étions dans une santé florissante avant la crise. Et nous avions d'ailleurs une trésorerie qui nous a payé pendant 4 mois de payer 100% la RATP, la SNCF. Enfin, la Cour régionale des comptes dit que vous n'avez pas les moyens d'investir autant que vous allez le faire. Pardon, monsieur Sportouche, je vous répondrai après. Laissez-moi finir. Pendant 4 mois, nous avons payé des trains vides. 4 mois. Et aujourd'hui, j'ai annoncé la semaine dernière à l'État, la RATP, la SNCF, que le 8 juillet, Île-de-France Mobilité sera en cessation de paiement. Je voudrais en parler. Ça veut dire quoi, En cessation de paiement, ça veut dire que nous ne pourrons plus payer les trains, les métros, les RER et les tramways. Et cette décision est très grave. Cette décision est très grave parce que quand on pense les transports en Île-de-France, c'est une décision qui évidemment impacte les déplacements de 5 millions de franciliens, mais c'est surtout une décision qui va avoir des impacts sur l'emploi dans toute la France. Parce que vous parliez de mes plans d'investissement, et oui, j'ai un plan d'investissement qui est très ambitieux, avec des milliards d'euros de trains neufs, de métros neufs, de tramways, de bus électriques, qui font vivre
à Reichshofen, à Petite-Forêt, à Valenciennes, à Crespin, à La Rochelle, à Bagnères-de-Bigorre ou à Annonay, Iveco, Alstom, et vous avez alerté le président de la République sur donc tout ça, des Valérie milliers Pécresse. d'emplois, plus des centaines de PME sous-traitants. Est-ce que vous avez alerté le gouvernement et le président de la République sur tout ça? On vous a vu vous entretenir quelques instants avec lui à l'occasion des cérémonies du Mont-Valérien. Visiblement, c'était une discussion qui portait plutôt sur ce type de sujet-là. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez par ailleurs? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que vous avez un dialogue? Absolument, j'ai tiré le signal d'alarme à tous les niveaux de l'État. Mais surtout pour expliquer que je ne demande pas l'aumône. Je demande le même plan de soutien que celui qu'a accordé le gouvernement fédéral américain à la ville de New York, le gouvernement allemand, le gouvernement néerlandais, le gouvernement danois, le gouvernement britannique. Mais vous avez eu une réponse ou pas? Mais à ce stade, je n'ai eu qu'une réponse. 435 millions, c'est-à-dire 15% oui, des pertes de ça veut dire recettes. quoi, cessation de paiement le 8 juillet? Ça veut dire que vous, la région, ne verserez pas combien à la RATP? 350 millions que vous leur devez chaque mois? RATP et SNCF, c'est 380 millions par mois. Concrètement, il se passe quoi pour les usagers? Alors, je vais vous dire, face à ce trou de recettes, cette perte de recettes qui est uniquement liée à la crise Covid, quand vous avez 90% de voyageurs en moins, 35% de chômeurs en Ile-de-France, ben voilà, vous n'avez plus de recettes. Donc c'est uniquement lié à la crise Covid. Face à cette situation, il y a 4 options. 4 options. Mais pour moi, il n'y en a qu'une seule qui est possible. 4 options. 1, on arrête les trains, les RER et les métros. Je pense que pour la reprise écologique que nous souhaitons tous, ça n'est pas possible. Donc, première option. Deuxième option, on arrête les investissements. Ça, socialement, c'est des milliers d'emplois dans toute la France qui sont menacés. Troisième option, on augmente le pass Navigo de 20 €. C'est ce qu'ont semblé sous-entendre certains ministres. Ça s'appelle un impôt Covid. Et moi, je le refuse. Je n'instaurerai pas d'impôt Covid. Je ne ferai pas payer aux Franciliens l'addition du Covid, alors, de la crise. La quatrième option, c'est un plan de soutien et de renflouement par l'État qui imiterait en cela tous ses voisins européens. C'est l'heure de la question en plus. Le grand jury, la question en plus. Bonjour Madame Pécresse. Je suis Stijn van Oosteren, porte-parole du collectif Vélo Île-de-France. Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreuses collectivités en Île-de-France ont mis en place des pistes cyclables temporaires. Malgré la fréquentation croissante de ces pistes, certaines d'entre elles sont aujourd'hui mises en question en banlieue. Quel engagement êtes-vous prête à prendre pour que la région contribue à éviter la suppression de cette sécurité routière fraîchement réalisée et à pérenniser ces pistes cyclables? Valérie Pécresse. Alors d'abord, le collectif vélo sait à quel point je suis engagée. On a, depuis 2016, réalisé près de 650 km de pistes cyclables. Et nous sommes engagés, nous l'avons voté la semaine dernière, à faire le RER vélo, c'est-à-dire doubler les lignes RER de pistes cyclables tout le long de leur tracé en arrêtant les coupures. Mais est-ce que vous urbaines. êtes pour pérenniser ces Alors, sur les pistes cyclables temporaires, on les finance, mais moi j'ai demandé une évaluation. J'ai demandé une évaluation parce que il ne faut pas qu'on aboutisse à un conflit d'usage des voiries. Et donc cette évaluation, qu'est-ce qu'elle va dire? Soit les pistes cyclables ont eu du succès et ça marche bien, soit les pistes cyclables, n'ont pas été empruntées par les cyclistes et donc elles ne marchent pas. Soit il y a eu un conflit d'usage entre la voiture et les vélos sur certains tronçons. Et là, il faut qu'on évalue et qu'on fasse des itinéraires bis. Donc nous allons travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas aller vers l'opposition vélo-voiture en Ile-de-France. Il faut que ça s'harmonise. Et c'est le rôle de la région d'harmoniser ces rapports. Adrien Gindre. La Convention citoyenne sur le climat a proposé ce matin d'organiser un référendum sur 2 points très précis. Introduire dans la Constitution la notion de lutte contre le changement climatique et créer un crime d'écocide. Uniquement sur ces 2 points à ce stade, est-ce que vous y êtes-vous favorable? Je crois que introduire dans la Constitution la question du climat, c'est une très bonne chose. Parce que cette préservation de la planète, elle doit faire partie des principes républicains, des principes fondamentaux qui nous guideront. Sur le crime d'écocide, je dois avouer qu'il va falloir qu'on me précise un petit peu ce que c'est, que je comprenne quels sont les contours, parce que, vous l'avez bien compris, un crime, ça veut dire une sanction, ça veut dire des procès. J'aimerais comprendre de quoi il s'agit. Cette convention citoyenne, pour vous, elle est légitime ou c'est pas le rôle du Parlement, finalement, de trancher ces questions? Alors, la convention citoyenne, j'ai reçu leur rapporteur et je vais
vais les recevoir pour évaluer là encore les conclusions. Il y a un certain nombre de conclusions auxquelles j'adhère, d'autres auxquelles je n'adhère pas. Je vous ai dit que la France ne supporterait pas la décroissance. Mais ce c'est absolument système de citoyen, de référendum, est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous faites, vous, du fonctionnement de la démocratie? Je suis une gaulliste. Alors le référendum fait partie, j'allais dire, de mon logiciel de pensée. En appeler au peuple, ça n'est jamais mauvais. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on regarde toutes les propositions. Pour moi, il y en a des très bonnes, et il y en a qu'on pourra appliquer très vite. Par exemple, que la région Île-de-France soit la première région capitale d'Europe à dire, chez nous, ce sera zéro artificialisation nette. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on construira une route, qu'on construira un aménagement, eh bien, on replantera ailleurs. Ça me paraît une très belle ambition et c'est celle que je veux porter pour ma région. Question express. Le grand jury. Question express. Valérie Pécresse, pour ou contre 30 km/h sur les principales artères de Paris, la capitale, proposée par une... Pardon, je souris. Mais le problème de Paris, c'est les embouteillages géants. Si seulement on pouvait rouler à 30 km/h dans Paris. Non, le problème de Paris, c'est un plan de circulation global. Oui, mais c'est pour ou contre? Donc c'est contre. 110 km/h. Non, c'est plutôt... Non, c'est pas contre. Non, je suis pas contre. Je suis pas contre, mais j'aimerais bien qu'on puisse rouler à 30 km à Paris. Et c'est déjà pas le cas. Le problème, c'est que le problème pour moi, c'est l'embouteillage géant et notamment la suppression d'une voie sur le périphérique. 110 km/h sur l'autoroute, pour ou contre? C'est ce que propose la Convention citoyenne. Et je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Interdiction des terrasses chauffées, pour ou contre? C'est une question sur laquelle je ne me suis pas penchée. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse redémarrer l'économie. Donc à ce stade, je dirais plutôt contre. Pour ou contre une baisse provisoire de la TVA? Sur quoi? Sur la restauration, même TVA, la TVA globale, la TVA de sur la restauration ou sur les transports. À mon avis, ciblé sur des secteurs dont on veut qu'ils démarrent, je suis pour. Pour ou contre le maintien d'Édouard Philippe à Matignon? Pour moi, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix que Édouard Philippe? Je crois que quand on a un Premier ministre qui est très populaire dans une crise qui atteint la police, la justice et l'économie, mais bon, après c'est le choix du président de la République. C'est un bon Premier ministre. C'est le choix du président de la République. Mais en tant que président de région. Je ne me prononce pas de joker. Joker. Bon, vous n'avez pas l'air si anti-Édouard Philippe. Bonjour Marie-Pierre Haddad pour Question Nette. Le grand jury. Question Nette. Bonjour à tous. Bonjour Valérie Pécresse. Alors vous avez évoqué durant cette émission la question des transports et vous aviez brandi la menace d'une hausse du prix du pass Navigo de 20 € par mois si l'État ne renfloue pas les caisses des transports franciliens. Et Sarah, ça lui a donné l'impression sur les réseaux sociaux que les franciliens sont pris pour des vaches à lait, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a un risque vraiment que le pass Navigo augmente de 20 € par mois? Cette augmentation ne passera pas par mois. Je me refuse à ce que les franciliens payent l'addition du Covid. Ils n'y sont pour rien, nous n'y sommes pour rien, et nous demandons la compensation financière de toutes les pertes de recettes. L'État peut imposer d'augmenter le Navigo? Non. Si vous le faites, soit soit personne. À ce stade, aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes en cessation de paiement. Alors ça, c'est quand même la nouvelle du jour, c'est-à-dire que vous nous dites que Île-de-France Mobilité est en cessation de paiement. Nous avons besoin d'un plan de renflouement de l'État qui serait le même que ceux qu'ont eu toutes les autres capitales européennes. Et j'ajoute qu'il y aurait quand même un gros paradoxe à dire qu'on reçoit la conférence climat et à tourner le dos, à refuser de renflouer les transports populaires du quotidien, qui sont les transports écologiques. Les métros, les bus, les RER, les trams. Autre question. Oui, alors dans le journal du dimanche, Anne Hidalgo a annoncé que si elle est réélue, dès cet été, le canal Saint-Martin sera piétonnisé à Paris de Stalingrad à République. Qu'est-ce que vous avez à redire là-dessus? Est-ce que pour vous, la piétonnisation des centres-villes, ça va dans le sens de l'histoire? Ce que je crois, c'est que les maires sont souverains dans leur ville. Mais qu'à Paris, il y a aussi une obligation de centralité. Et ce qui m'inquiète, c'est la proposition de supprimer une voie sur le périphérique. L'Île-de-France n'est pas prête pour la suppression d'une voie sur le périphérique. Nous avons besoin, et toutes les études le montrent, la voiture pour les franciliens, pour certains franciliens, ceux qui habitent loin, ceux qui travaillent loin, est un réducteur puissant d'inégalités. Ce que nous devons faire, c'est changer la motorisation des véhicules et avoir des véhicules propres et silencieux. C'est tout l'objectif de construire des véhicules électriques et des bornes de recharge électrique partout, y compris dans Paris. Ce serait bien qu'il y en ait partout dans Paris. Alors l'Autriche va interdire la vente des billets d'avion à prix cassé. Donc concrètement, les gens ne pourront pas acheter des billets en dessous de 40 €. Est-ce qu'il faut le faire aussi en France? Eux, ils le font pour des raisons écologiques et pour réduire la pollution. Oui, moi, j'y vois aussi une forme de mépris pour le tourisme populaire. Et je pense que l'avion,
ça n'est pas réservé qu'aux privilégiés. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, il faut aller voter pour les élections municipales. Bonne semaine à tous.